Et aujourd'hui, les cachotiers, on va découvrir l'histoire terrible qui se cache derrière le nom si bucolique de cette place de la Bergère d'Ivry en lui posant nos 3 questions. Ici, jusqu'en 1860, on n'était pas encore dans Paris. On était à Ivry et disons-le tout net, c'était la campagne. C'était ici un lieu-dit qui s'appelait le Champ de l'Alouette. Madame d'Étrouville y gérait une ferme et elle a embauché Aimée Millot, une bergère de 19 ans en 1827. L'arrivée d'Aimée ne laisse pas indifférent Honoré Hulbach, un garçon de café voisin qui devient obsédé par elle. En ce qui concerne la situation des jeunes femmes en fait, de classe populaire au début du 19e siècle, mais en réalité ça touche aussi les femmes des classes aisées. Le mariage, c'est l'avenir de la femme, c'est le destin des femmes. Il n'y a pas de femmes célibataires. Les femmes célibataires, ce sont des femmes souvent considérées comme de mauvaises mœurs, de mauvaise vie. Honoré ne lésine pas sur les moyens pour séduire Aimée. Il lui offre un foulard, 2 oranges et une demi-bouteille de cassis. Madame d'Étrouville ne l'entend pas de cette oreille. Elle sait que cet Honoré n'a rien d'honorable et veut éviter des déconvenues à sa petite protégée en lui ordonnant de couper court. Alors, de manière générale, les femmes... au début du 19e siècle, ont peu de droits, quel que soit le milieu d'ailleurs auquel elles appartiennent, pour une raison très simple, c'est que toutes les femmes sont soumises aux aléas du Code civil napoléonien, qui est, comme tout le monde le sait, l'une des législations les plus misogynes que l'Europe ait connues. Et donc ce Code civil qui ne traite pas évidemment exclusivement des relations entre les femmes et les hommes, mais où il y a plusieurs articles qui sont consacrés directement à cela, pose énormément de problèmes aux femmes de manière générale, en particulier du fait de l'article 213 qui définit une relation de suggestion extrêmement importante des unes vis-à-vis des autres, puisque l'article 213 signale que la femme doit obéissance à son mari et que le mari doit protection à sa femme. Donc on voit bien qu'il y a une relation de domination qui n'est même pas implicite, elle est explicite dans la loi et donc dans le droit. Aimée rend ses cadeaux et Honoré vit très mal le râteau qu'il vient de se prendre. Pire, une après-midi, il la croise dans la rue avec son cousin et il se persuade qu'elle a un autre homme dans sa vie. Le lendemain soir, il donne rendez-vous ici à la petite bergère et l'assassine de plusieurs coups de couteau. Moi, je crois que ce n'est pas du tout un problème d'utiliser le terme féminicide, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Cette jeune femme, elle est tuée par un homme qui lui fait la cour, auquel finalement elle décide de ne pas donner suite, et dans un accès dit de jalousie, on dirait à l'époque plutôt un crime passionnel, d'une certaine manière, c'est le terme qu'on emploie, non pas dans les prétoires, donc non pas dans les tribunaux, mais pour le coup dans la société, où on parle de crime passionnel. Et on dédouane évidemment le criminel du fait qu'il s'agirait d'un crime de passion, d'amour et de jalousie. Ce qui n'est ni pour la jeune fille que vous évoquez, ni pour Marie Trintignant, si on fait un grand basculement, évidemment n'est pas un crime d'amour, c'est un crime de pouvoir, c'est un crime de coercition, c'est un crime de propriétaire et c'est un crime possessionnel. La jalousie, c'est quelque chose qui relève de la possession. La personne doit vous appartenir corps et âme, elle ne peut pas vous échapper. Donc, et quand elle vous échappe, vous la tuez. Et c'est valable pour le début du 19e siècle, comme pour le 20e siècle et malheureusement aussi le 21e. Des milliers de féminicides ont eu lieu ces 2 derniers siècles et sans rien retirer à l'horreur de celui-là, on peut se demander pourquoi il a donné ce nom à une place. Je pense qu'à toutes les époques, il y a des affaires qui sont des affaires symptomatiques qui permettent en même temps d'éclairer quelque chose qui restait dans l'obscurité jusque-là, mais aussi de produire un électrochoc dans la société. C'est parce que très vite, des écrivains s'en sont emparés. Des chansons ont été écrites, des pièces de théâtre, des romans. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'intérêt que Victor Hugo a porté au meurtrier. La victime disparaît et finalement le féminicidaire prend toute la place médiatique est phagocytée par la personnalité du féminicidaire, d'autant plus évidemment quand Victor Hugo utilise ce cas pour lutter contre la peine de mort, et c'est un combat tout à fait légitime. Sans jamais le défendre, et encore moins chercher à justifier son acte, Victor Hugo imagine une longue introspection du meurtrier condamné à mort la veille de son exécution. Victor Hugo, c'est un homme de son temps, de son milieu, qui a une relation extrêmement compliquée aux femmes et qui, je crois,
silencie totalement, en fait, évidemment, le cœur du problème, qui est le fait que cet homme est condamné à mort parce qu'il a tué une femme. Et il l'a tuée précisément parce qu'elle était une femme. Et une femme qui se rebellait, en fait, contre l'ordre sexuel, qui est en même temps aussi un ordre social. Ce roman, Le dernier jour d'un condamné, publié en février 1829, deviendra l'un des plus importants plaidoyers contre la peine de mort. Victor Hugo, c'est un homme qui se comporte de manière extrêmement problématique avec les femmes. Et c'est un euphémisme de le dire comme ça. Donc je crois que pour lui, ce qui est important, c'est de lutter contre la peine de mort au sens large, sans même se poser la question de savoir que le cœur de son affaire, en fait, c'est précisément le fait que les hommes ont un droit de vie et de mort sur les femmes qui partagent leur vie. La place de la Bergère d'Ivry se trouve à côté de la rue du Champ de l'Alouette, dans le quartier Croulebarbe, à côté de la butte aux Cailles, dans le 13e. Ici, pendant 30 ans, une grande croix a été dressée en hommage à Aimé Milhaud, qu'on a voulu transformer en icône de pureté, un peu naïve. Pendant la préparation des États généraux, les femmes qui s'exprimaient dans les cahiers de doléances demandaient un droit à l'éducation. Parce que vraiment, de manière générale, les classes populaires avaient peu accès à l'éducation, mais les femmes étaient particulièrement touchées par ce manque d'éducation et elles avaient vraiment le désir d'apprendre, parce qu'elles avaient bien compris que le savoir, c'est du pouvoir. À l'époque où elle promenait ses moutons ici, la Bièvre coulait le long de cette place. C'est toujours elle qui alimente le square aujourd'hui. Juste à côté, en 2021, la mairie de Paris et la mairie du 13e ont décidé de créer un mémorial et de sensibiliser aux violences faites aux femmes. Évidemment, le féminicide, acte d'un système d'écrasement des femmes très ancien, qui remonte au moins jusqu'à la préhistoire, donc c'est-à-dire des millénaires d'écrasement, et qu'il est important de préciser que toutes les autres discriminations et toutes les autres violences sont des extensions en fait, de cette matrice élémentaire. Donc en fait, le classisme et le racisme sont des extensions en fait, du sexisme, dont la forme la plus terrible est le féminicide. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, je le lirai avec plaisir. Si vous voulez pousser un peu plus loin, rendez-vous sur lacachettedeparis.fr pour réserver une visite guidée dans Paris à mes côtés. Si vous êtes témoin ou victime de violences faites aux femmes, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas de votre faute. On vous croit. Vous pouvez appeler le 39 19. N'attendez pas qu'il soit trop tard.